Bonjour, c'est Dame Denise. Bonjour, c'est Insa Dengizijou. Nous vous donnons rendez-vous tous les samedis de 13h à 14h dans votre émission Ntsohozi Katso. Dans cette émission, nous vous amenons à la pêche aux éléments historiques de notre île et bien au-delà. Et soyez-en sûrs, personne ne reviendra bredouille. Ntsohozi Katso. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Mayotte la Première. Je suis Dame Denise et je suis ravie une nouvelle fois de vous retrouver ce samedi en compagnie de mon compère, l'historien Insa Dengizijou, pour vous présenter un nouveau numéro de votre émission consacrée à l'histoire, à la culture et à la vie de tous les jours de notre société mahoraise. Et par moments, nous vous amenons bien au-delà. J'ai nommé Ntsohozi Katso. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de commerce maritime des épices. Et oui, nous allons parler de poivre, de cannelle, de muscade, de clous, de girofle. Vous me direz, mais comment ça, on peut faire de l'histoire avec ces épices? Oui, aujourd'hui, tout ça est accessible. Il suffit donc d'ouvrir nos placards, d'aller au supermarché. On a le poivre, on a la cannelle, on a la muscade, on a le girofle, on a tout ça, le curcuma et j'en passe et tout. Ça a l'air tellement facile. Et pourtant, ces épices auparavant étaient très rares. N'est-ce pas, Insa Dengizijou? Bonjour. Bonjour, Dame Denise. Bonjour également aux auditeurs et auditrices qui nous suivent fidèlement dans cette émission depuis maintenant un an. Tout à fait. Ce que vous avez dit en introduction de ce nouveau chapitre est vrai. Les épices sont maintenant d'une abondance banal, en quelque sorte. On rentre dans un magasin, on achète du poivre, du clou de girofle, de la muscade. Mais il y a un temps en arrière dans l'histoire, c'est pas des choses qu'on trouvait facilement dans le marché. On les trouvait pas facilement dans le marché, notamment dans certaines zones géographiques, c'était complètement absent parce que entre le lieu de production et le lieu de distribution, il y avait à un moment donné une coupure au niveau des communications, donc il y a des choses qui n'arrivaient pas forcément. En revanche, si on regarde dans notre zone, on s'aperçoit que les épices ont très tôt circulé. Parce on vit dans l'océan Indien et que l'océan Indien, c'est l'océan le plus précocement parcouru et que dans ces routes maritimes, il y avait ce commerce des épices qui dynamisait les interconnexions entre les différents habitants des façades qui bordent cet océan Indien. Alors aujourd'hui, bien évidemment, ça paraît quelque chose de tout banal en fait. On a notre curcuma au champ, on a même le poivre mahorais, on a tout à portée de main. Ça nous paraît tellement, mais vraiment tellement quelque chose de normal. Comment ça se fait qu'à l'époque, à quel moment peut-être même c'est devenu d'une telle importance qu'il a fallu parcourir le monde pour certains pays pour en rechercher? L'usage des épices est divers et varié selon les zones géographiques où on les retrouve. Donc il y a la zone de production, on va avoir un usage assez ancien et traditionnel. Et puis il y a des zones qui vont partir à la conquête du monde justement pour rechercher des épices. Et là, l'usage n'est pas le même. En Occident, les épices remontent les saveurs des plats, sont utilisées dans la conservation des aliments, pour préparer des remèdes, élaborer aussi des parfums. Donc, dans les rituels religieux, on a, au-delà de la cuisine, une utilisation et un usage des épices très variés. Est-ce que dans l'histoire, il y a une date clé où on va voir un tournant dans le commerce de ces épices? Je dirais qu'il y a 2 dates clés. Enfin, en tout cas, selon la zone géographique, si on prend en considération notre zone océan Indien,
il est attesté que les épices circulent depuis le IIIe siècle avant notre ère, donc à l'époque de l'Égypte antique. Pour ce qui est de l'Occident, il faut attendre l'année 642 avec la conquête d'Alexandrie pour ouvrir le commerce des épices aux Européens. Parce que à Alexandrie, avec le commerce arabe, il va y avoir un centre de redistribution des épices vers l'Europe. Toujours est-il que malgré l'ouverture et l'exportation d'épices vers l'Europe, on constate que ça demeure des produits assez rares et précieux. Ce qui fait la valeur des épices, c'est la rareté. Donc, le fait qu'il n'y en ait pas un grand nombre sur le marché en fait un produit de luxe. Vous venez de parler de l'océan Indien et de sa zone. Quelles sont les traces qui subsistent aujourd'hui qui montrent l'existence de ce commerce ? Juste avant de répondre à votre question, j'aimerais juste préciser que les épices étaient des produits de luxe et ça a donné l'expression payer en espèces. Payer en espèces parce que à l'époque, c'était des produits de valeur. Donc, le payer en espèces, c'était en réalité payer en épices. Donc, comme c'était rare, c'était aussi utilisé comme une monnaie d'échange. Donc, voilà un peu... Ah, ça nous vient de là, alors? Oui. Okay. Maintenant, je propose, est-ce que je peux payer en poivre? Plus maintenant, parce que gingembre. Le poivre n'a plus la même valeur monétaire, ni la même valeur... sociale, je vais dire. Mais à l'époque, c'était le cas. Oui, c'était le cas. Pour revenir à votre question, je dirais que les premières traces du commerce des épices remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, on retrouve entre la vallée de l'Indus et la Mésopotamie et en Égypte des traces, notamment dans les rituels d'embaumement, des traces d'épices qui ont servi à embaumer les morts ou encore à utiliser dans la cuisine et la médecine. Donc, c'est dans notre zone, dans l'océan Indien et dans ces pourtours qu'on retrouve les premières traces de l'utilisation de certaines épices. Du coup, je comprends que le commerce se met en place, mais qui est à l'origine de ce commerce ? On retrouve qui, en fait ? Il y a plusieurs acteurs dans le commerce des épices dans l'océan Indien. Il y a bien évidemment le rôle prépondérant des marins. D'abord des marins austronésiens, où on a un commerce maritime reliant l'Indonésie, l'Inde et le Sri Lanka, qui ont servi à diffuser un certain nombre d'épices, notamment la cannelle, la muscade, avant que les Arabo-Perses n'intègrent le commerce. Donc, on a les marins austronésiens dans un premier temps. Dans un second temps, on a la présence des marins indo-arabes, c'est-à-dire de l'Inde, mais aussi d'Arabie, qui vont, dès le 5e siècle, prendre une place centrale dans le commerce des épices. Donc, ils vont structurer le commerce des épices via des ports majeurs, notamment Mascate, Aden, Hormuz, en lien avec Calcutta. Calcutta qui est une ville d'Inde et c'est une ville épicentre du commerce des épices dans l'océan Indien. Dans le commerce dominé par les Arabo-Perses, on observe que le poivre de Malabar, notamment, occupe une place prépondérante dans les marchandises qui circulent via le golfe Persique et la mer Rouge. Donc, on sent très bien que les acteurs qui vont présider au succès du commerce des épices, nous avons tous les peuples de marins qui sont dans l'océan Indien, les Austronésiens, les Arabes, les Perses et également les Indiens, parce que c'est en Inde d'où provient la majorité des épices dont il est question dans cette émission. Et tout ce que vous êtes en train de nous dire, bien évidemment, c'était avant l'arrivée des Européens. Tout à fait.
Les Européens sont arrivés dans notre zone, dans notre océan au XVIe siècle. Et là, on parle de l'Antiquité, du Moyen-Âge, donc avant l'arrivée des Européens. Et on se rend très bien compte qu'il y a déjà un système monde qui est déjà en place dans l'océan Indien, ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans l'Atlantique. Ici, avant l'arrivée des Européens, il y a déjà un commerce, et un commerce assez riche. Et c'est ça ce qui fait la différence avec les autres océans ou avec les autres façades maritimes, c'est que dans l'océan Indien, on a un commerce dynamique et attractif. Et c'est ce qui va d'ailleurs motiver la venue des colons européens dans notre zone pour justement détourner des acteurs originels ce commerce qui était pourvoyeur en termes de richesse. Donc là, on a oublié de le dire, mais il y a également les Chinois qui sont présents dans notre zone. Et les Chinois, si vous faites un peu d'archéologie ou la question archéologique vous intéresse, vous apercevez que dans certaines fouilles à Mayotte, on retrouve de la porcelaine chinoise. Donc ce qui veut dire que dès le Moyen-Âge, il y a des contacts entre Mayotte et des zones très reculées comme la Chine par exemple. Et puis vous avez les Malais, les Javanais, qui ont peuplé notamment Madagascar et qui sont arrivés probablement vers chez nous également. Donc on a ce bloc de pays et de marins, de commerçants qui structurent un réseau commercial avant la colonisation européenne. Mmh. Et au niveau de l'Afrique, ça se passe comment puisqu'on est à côté du continent? C'est très bien d'avoir posé la question parce qu'on a l'impression que l'Afrique est considérée en dehors de la marche de l'histoire du monde. Alors que si on prête attention, on s'aperçoit dans le commerce, par exemple, en cours dans l'océan Indien, de l'Antiquité au Moyen-Âge, on s'aperçoit que l'Afrique joue un rôle pivot dans ce commerce des épices. Un rôle pivot parce que vous avez des possibilités d'échange avec le continent et surtout des lieux, des places importantes réputées pour leur commerce. Si je prends par exemple la cité-État de Kilwa, de Mombasa, de Sofala et de Mogadiscio, ce sont des villes-États qui tirent une partie de leur richesse du commerce des épices, mais aussi du commerce de l'or et d'autres marchandises qui sont recherchées et qui circulent dans l'océan Indien. Quand vous dites l'Afrique joue un rôle, aujourd'hui par exemple, on utilise beaucoup le café, mais ne serait-ce que le café, et je suis désolée, mais je ne pense pas qu'en Europe, il y a un arbre pousse en Europe en fait. C'est plutôt chez nous, ici dans des pays, dans le continent ou ici à Mayotte ou dans d'autres pays qu'on retrouve le café par exemple. La question du café pose un problème sur la marginalisation de l'Afrique dans le commerce du monde. Parce que le café, bien évidemment, il est originaire d'Éthiopie. L'Éthiopie, jusqu'à présent, c'est en Afrique. Mm-hmm. Et on a l'impression que cette plante est renvoyée à d'autres lieux géographiques. Vous entendez souvent parler de Moka, alors que le café n'est pas originaire de Moka. Mais cette question-là, on va la redévelopper dans une émission où on parlera des plantes nourricières qui concernent Mayotte, mais aussi qui sont parties d'Afrique pour se disperser dans le monde. Et justement, alors, du côté d'Afrique, quels sont les produits qu'on pouvait échanger là-bas? Le produit phare qui a fait la richesse de la côte orientale de l'Afrique reste l'or. L'or du Grand Zimbabwe, qui a été extrait depuis le Zimbabwe et puis transféré dans les cités-États et les comptoirs du littoral africain, notamment au Mozambique, a servi de monnaie d'échange et d'attractivité pour les autres marins de la zone. Donc on venait en Afrique pour chercher l'or. Il y avait aussi d'autres produits comme l'ivoire, le bois ou encore les esclaves qui servaient de monnaie d'échange aux commerçants africains, aux marins africains pour échanger avec les autres
les autres commerçants de l'océan Indien. Donc, ici, il est hors de question de mettre l'Afrique en dehors de ce circuit d'échange. Mais là, on parle d'épices, vous nous parlez d'or. Oui, mais les épices, pour que moi, je puisse les acheter, il faut que je puisse échanger. Et j'échange avec quoi? Un marin austronésien qui arrive en Afrique, il amène la noix de muscade. Mais qu'est-ce que moi, j'ai à lui proposer pour que je puisse avoir son produit? Donc, j'échange avec l'or, j'échange avec l'ivoire, j'échange avec les écailles de tortue. Donc, il y a ce troc qui s'installe et que l'Afrique avait des choses à échanger avec les autres. C'est ce qui explique aussi son rôle pivot dans ce commerce. Puis, au 19e siècle, on a Zanzibar qui devient, là, pour le coup, un des grands centres de production des épices. Là, il ne s'agit plus d'importateurs, mais de productrices. On a une île qui est productrice d'épices. Alors du coup, j'imagine qu'à un moment donné, avec tout ce qui se passe, les Européens vont rentrer en scène. Bien évidemment, les Européens vont rentrer en scène. Parce qu'en 1453, les Ottomans s'emparent de Constantinople et bloquent ou mettent des barrières dans le commerce des épices qui passait par voie terrestre. Donc, il fallait payer des taxes afin de pouvoir passer par Constantinople. Donc, cet état de fait ne convenait pas aux Européens parce que payer des taxes, c'est aussi une manière d'enchérir le prix de vente dans les villes européennes. Donc, ils vont chercher d'autres moyens de contourner le passage par la Turquie et on va, en tout cas, les royaumes d'Espagne et de Portugal et du Portugal vont mettre en place des expéditions pour essayer de retrouver une route maritime qui donne accès directement aux épices en Inde. C'est ce qui explique qu'à un moment donné, il y a Christophe Colomb qui est parti justement à la recherche des épices, mais il se perd de chemin. Il arrive aux Amériques et il dit qu'il pense être en Inde. Pareillement, le Portugal, le royaume du Portugal ne va pas rester les bras croisés et va engager des marins afin de trouver une route maritime pour rejoindre directement l'Inde. Donc ça va être Vasco de Gama en 1498 qui va franchir le cap de Bonne-Espérance et arriver dans l'océan Indien et rejoindre Calcutta. En 1498, Vasco de Gama arrive à Calcutta. Son arrivée va ouvrir les portes des épices, du commerce des épices, en tout cas un monopole en Europe, au royaume du Portugal. Donc ça aussi, il faut comprendre que les épices, tellement ils sont considérés comme des produits de luxe, que les différents royaumes et États européens se battent pour en prendre le contrôle et le monopole. Merci beaucoup Insa Dengizijou. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire, notamment pour l'impact sur la colonisation européenne, puisqu'on sait que c'est aussi par rapport à ces épices que beaucoup de pays vont être conquis. Mais bon, là, on a eu pas mal d'émissions déjà où les gens peuvent comprendre l'histoire. Moi, il me tarde de savoir un peu plus, puisqu'on est dans le commerce, notamment de notre côté à Mayotte, pour voir un peu quelles sont les épices que nous avons chez nous et peut-être d'où ils nous proviennent. On se retrouve dans quelques instants. Je vous propose de partir en musique. À tout à l'heure. Karibu hangu, eka uta uone ni wana
Bonjour à tous ou rebonjour si vous suivez cette émission Mtohozi Kato depuis le début à 13h15. Vous êtes avec Dame Denise et Insa de Ngizijou. Aujourd'hui, nous parlons du commerce maritime des épices dans l'océan Indien. Après avoir vu l'origine et les différents acteurs donc de ce commerce, on se rapproche de notre île Mayotte pour voir un peu l'étude des principales épices et circulation jusqu'à Mayotte. Et on commence avec le safran. Le safran d'Inde ou le curcuma, selon deux hypothèses, est originaire d'Inde ou de l'Asie du Sud-Est. Toujours est-il qu'on observe son utilisation à plus de 4000 ans. Donc à des temps très reculés, on a déjà ces populations d'Asie du Sud-Est et d'Inde qui utilisent le curcuma. Il est également connu des Grecs au Moyen-Âge, mais son utilisation va surtout être amplifiée au XVIIe, XVIIIe siècle, où on l'importe en masse en Europe. Et comment est-ce que ce safran d'Inde ou le curcuma était utilisé dans ces pays ? Le curcuma est utilisé comme épice, c'est-à-dire colorant alimentaire, ou dans la teinture des habits, mais aussi comme produit cosmétique et médicinal. Donc il y a une diversité d'usages de cette épice. C'est ce qui explique aussi le fait que les marchands arabes se sont emparés de ce marché pour faire fortune en quelque sorte. On retrouve également cette épice dans les médecines traditionnelles arabes. Et ici à Mayotte, alors, ça a fait comment pour arriver jusqu'à chez nous ? En réalité, on n'aura pas de date précise, mais en se basant sur le nom vernaculaire du safran d'Inde, on arrive à poser quelques hypothèses. Donc si on considère que le safran d'Inde, c'est le dinzan en shimaori,
ou le tam-tam. Ou le tam-tam, je voulais le dire, en malgache. Ouais, il ne faut pas oublier nos amis kibushifon. Donc, ces deux appellations appellent à deux hypothèses d'introduction à Mayotte. Il y a deux routes potentielles pour son introduction. Le terme Dinzano vient du Kiswahili manjano, lui-même issu du tamoul manjal, qui désigne à la fois la couleur jaune et le curcuma. On a déjà cette première hypothèse, donc on peut penser que l'épice a transité par le continent africain, en tout cas dans le monde swahili, avant de nous arriver à Mayotte. Si on prend le terme malgache, le tam-tam, en chibushi, qui est dérivé du malgache tam-tamo, emprunté du malais temu, qui désigne également le curcuma. Donc cette piste suggère une autre voie d'introduction par Madagascar, sans doute via les premiers migrants austronésiens, avant de passer à Mayotte à une date indéterminée. Voilà pour le Dinzano. Alors, on part du côté du gingembre. Les origines du gingembre restent incertaines et un faux encore débat. Mais on peut retenir que le berceau retenu par beaucoup de chercheurs, c'est l'Asie du Sud-Est. Mais d'autres parlent aussi également d'une provenance indienne. Quelle que soit la route de diffusion, on retrouve dès le 5e siècle avant Jésus-Christ le gingembre mentionné dans les écrits européens, notamment en Grèce. Donc, ce qui prouve qu'il y a déjà des échanges entre l'Inde et le monde méditerranéen. Et puis, pour ce qui est de l'Afrique, la culture du gingembre est attestée en Érythrée au Moyen-Âge. Les appellations locales sont bien évidemment inspirées de langues indiennes. Par exemple, si on prend le nom du gingembre en arabe, on a le zanjabil. Le mot zanjabil est probablement inspiré du sanskrit sinkiver, qui désigne la racine de gingembre. À Madagascar, le gingembre est connu sous deux appellations, le sakiviro. Sakaiviro. S'il te plaît. Okay. Like Sakaitani. Donc le Sakaiviro, vous avez une chibushifon devant moi, donc moi je m'incline. Je suis pas du tout de cette langue, mais ça rappelle toutes les fois on a mal à la gorge. Allez, va prendre le Sakaitani avec le Sakaiviro. Non. Donc le Sakaiviro selon certaines régions, et là aussi on retrouve une racine probablement sanskrite, donc Singavera. Le nom shimaoré du gingembre va s'appuyer sur le tangabidi, qui est une forme ancienne du swahili, qui va évoluer dans le temps en tangawizi, terme couramment employé pour désigner le gingembre. En shimaoré, nous avons le nom singizu, qui lui est apparenté au monde swahili également. Vous dites singizu? Singizu, hein? Singiziou. Allez, on va pas se battre. Restez chez vous. Restez chez vous à Mtsambora avec votre Singizou. Et nous, on va rester avec le Singiziou. L'essentiel, c'est que ça pique et que ça fait du bien. Alors, il y a beaucoup d'épices à voir. Je vais presque vous demander d'essayer de nous faire une sélection, s'il vous plaît. Alors, la cardamome, le clou de girofle, la cannelle, la noix de muscade, le poivre. Qu'est-ce que vous prenez pour nous expliquer ce qui vient à Mayotte et par où ça passe pour arriver jusqu'à chez nous? La cardamome, elle est originaire d'Inde. Elle est connue là-bas sous le nom des lakis. Et des lakai. Ce sont des appellations indiennes. Ensuite, la cardamome a voyagé et en Kiswahili, on retrouve le terme hiliki, terme qui désigne toujours la cardamome. Et à Mayotte, on retrouve également l'usage du mot hiliki pour désigner la cardamome, ce qui fait dire que son introduction est probablement partie de l'Est africain. Allez, on va dire qu'on a un tout petit peu de temps. Quelle autre épice vous avez envie de nous développer? La noix de muscade. La noix de muscade, elle est originaire des îles du Moluques, en Indonésie. Et elle va voyager jusqu'à chez nous et on retrouve le terme kungumanga,
Congo manga emprunté au Swahili, ce qui laisse supposer une introduction depuis la côte est africaine. Et le mot manga dans Congo manga, c'est important de le préciser parce que le mot manga pour les Swahili désigne l'Asie du Sud-Est. Et puis, son utilisation va évoluer avec le temps. Il va désigner tout ce qui vient d'ailleurs, notamment du monde arabe. Et aujourd'hui, le mot manga est employé couramment par les Wangazija pour désigner l'ailleurs et notamment la France. Donc, on voit que c'est un mot qui sert à désigner. Alors, manga. Voilà. Le mot manga représente actuellement l'ailleurs. Mais pour les Swahili du Moyen-Âge, c'était l'Asie du Sud-Est. C'est de là-bas d'où provenaient les commerçants avec qui ils étaient en contact. Donc, ils les ont désignés par le mot manga. Et le fruit du manga Le manga, c'est originaire d'Inde. Ah, on verra. La manga, en fait. Dans une prochaine émission, c'est l'histoire de la manga. Alors, moi, je ne sais pas, je sais qu'il y a beaucoup d'épices à voir. J'aurais aimé les voir tous, mais par exemple, à Combani, ma ville de naissance, il y avait beaucoup de clous de girofle à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y en a encore quelques-uns. Et puis la cannelle et tout ça nous vient d'où? C'est vraiment rapidement. Le clou de girofle est originaire d'Indonésie. Il va voyager à travers le monde et va arriver jusqu'à chez nous. Et on a l'appellation carafou. Donc le mot carafou est emprunté à l'arabe karafoul, ce qui dénote en tout cas d'une introduction via les réseaux des commerçants omanais. Donc on a cette introduction et il faut savoir, pour ce qui est du carafou, du clou de girofle, c'est que au 19e siècle, Zanzibar va être un des épicentres de la production de cette épice. Et avec pour conséquence l'utilisation d'une main-d'œuvre servile qui va faire de Zanzibar un haut lieu de l'esclavage dans l'océan Indien. Allez, vraiment pour finir, le Mdarasini, le fameux Mdarasini. Alors lui, il est venu quand à Mayotte. Vraiment là, sinon si vous êtes trop long, là, ça va pas le faire. Essayez vraiment de synthétiser au maximum. La cannelle est connue à Mayotte sous le nom de Mdarasini, qui lui-même, le terme est dérivé du swahili Mdalasini, emprunté de l'hindi Dalachini qui signifie cannelle. Donc cette étymologie suggère une introduction depuis Ceylan vers l'Afrique de l'Est avant sa dispersion dans les îles de l'océan Indien. En tout cas, on voit qu'à travers les épices, aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup d'émissions culinaires où on nous montre la cuisine, où on va chercher dans d'autres pays. On voit quand même qu'à travers les épices, on peut voyager, qu'à travers les épices, il y a eu des échanges entre différentes nations. Et là, encore une fois, avec cette émission, vous nous le prouvez. Oui, avec les épices, en fait, avec toutes les plantes, en réalité, on peut étudier l'histoire à partir des plantes. Et les plantes nous disent, au-delà de leurs vertus botaniques, nous disent aussi l'activité des hommes. Comment les hommes se déplacent, avec quels moyens, mais qu'est-ce qu'ils amènent dans leur bagage? Qu'est-ce qu'ils échangent? Qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qu'ils achètent? C'est aussi faire de l'histoire. Et on le verra encore plus fortement quand on va parler des plantes nourricières en lien avec le peuplement. On se rend compte que finalement, les gens qui sont arrivés ici sont arrivés avec un bagage. Et dans leur besace, il y avait les plantes culinaires. Merci beaucoup Insade Ngizijou. Je m'excuse parce que je sais que je vous ai beaucoup pressé aujourd'hui, mais bon, voilà, le temps qui nous était imparti s'est écoulé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se quitte avec la citation à retenir par cœur. L'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude. Belle journée à tous et puis... Prenez soin de vous surtout. À samedi prochain. À samedi. Yoani alagiza waye ubenza
sena rongowa kasinaza nawagina Hamila
midira na reu mangatkalala nga fami alima buwangani midira na reu basi fami ma buwangani karibu na reu vyena roisoma fami hamuza muhaji magaju zemi vyena reu Zaza mlasumana nyawa nyawe kila tina velu tina maneya Simila Madam Raufu mitutua shanza nova ngoma nguta Milaisoma nyani